d'après moi, en tout cas, d'après ce que j'ai lu depuis pratiquement 10 mois maintenant, il y a des éléments entre Trump, l'État profond et donc le Covid-19, cette crise du Covid-19. D'ailleurs, j'en profite pour renvoyer ceux qui nous écoutent à certaines vidéos d'Alexis sur Odyssée, puisque en fait, là, tu t'es réfugié sur Odyssée actuellement. Et il y a 2 vidéos que je vous recommande chaleureusement. C'est Trumpologie 101 et Trumpologie 201, ou 102, c'est ça? Oui, voilà. Donc, ce sont deux vidéos qui vous résument un peu qui est Trump au-delà des apparences extrêmement négatives présentées par les médias mainstream depuis des années. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi les enjeux finalement par rapport à l'état profond, Covid-19 et Trump, et quel lien entre ces 3 choses-là? Rapidement comme ça, c'est-à-dire tu dis on n'est pas pro-Trump, et on n'a pas vraiment le choix d'être pro-Trump parce que le camp adverse veut nous enfermer à vie. Et Trump, c'est le seul qui veut déconfiner, enlever les masques, qui veut un retour à la vie normale. Si c'est Joe Biden qui rentre, c'est quoi qu'on va avoir? Un des conseillers de Joe Biden disait qu'on retourne en confinement aux États-Unis. C'est le plan de, du reset, c'est l'agenda 2030, le reset économique, etc. La distanciation sociale à vie, la peur du virus à vie, les masques à vie. Il n'arrête pas de nous le dire. Hein. Je ne sais pas si comment c'est en France, mais ici au Québec, c'est très clair. C'est-à-dire que les masques, c'est une nouvelle norme sociale. On retournera jamais comme avant. Ils le disent à CNN, etc. Donc, c'est une nouvelle façon de vivre avec la distanciation sociale, les masques et la peur du virus et l'atomisation sociale dont je parlais. C'est ça le plan de l'État profond, un plan de contrôle, d'ingénierie sociale des populations. Et le seul qui se bat pour démanteler ça, retourner à une forme de vie normale, c'est Trump. Alors, faites vos choix quand même. Là. Je veux dire, on peut être contre ci, contre ça, mais on n'a pas beaucoup d'espoir de s'en sortir si Trump est battu. Et quelles sont les preuves que nous avons? Parce que quand je parle avec certains de mes amis, etc., certaines personnes me disent, oui, mais enfin, Trump a harcelé des femmes, Trump est raciste, Trump est un escroc sur le plan des affaires, etc., etc. Qu'est-ce qui prouve finalement que Trump lutte vraiment contre l'État profond? Est-ce qu'il ne joue pas aussi un double jeu? Trump a harcelé des femmes. Il n'y a jamais eu aucune preuve tangible de ça. Ce sont une dizaine d'allégations qui sont arrivées en fin de campagne en 2016, des allégations qui sont fabriquées, des allégations tape à l'œil, c'est-à-dire des allégations. On dépose une plainte devant les tribunaux et dès qu'elle est challengée, on la retire, mais qui a eu son effet médiatique en commençant. Même chose pour les allégations de racisme. Trump est sorti avec une femme noire pendant 2 ans en passant. Hein, et les défenseurs, Trump a été le seul, comment je pourrais dire, la seule personnalité d'importance à appuyer à 2 reprises la candidature de Jesse Jackson à la présidence. Jesse Jackson, le noir défenseur des droits civiques. En 1984 et en 1985, Trump a été le seul gros appui de Jesse Jackson lors de sa candidature à la présidence. Il lui a offert des bureaux à New York, il a tout fait pour lui. Et même que la communauté noire ne cessait d'encenser Trump avant sa déclaration, l'annonce de sa candidature en 2015. C'était le chouchou de la communauté noire. Tous les rappeurs voulaient se faire prendre en photo avec Donald Trump. Il était, je veux dire, et là, du jour au lendemain, c'est comme Dr Raoult, là. Du jour au lendemain, c'est devenu un escroc. Du jour au lendemain, c'est devenu un raciste. Alors, je veux dire, on fait face à une machine de propagande sans précédent. OK, bon, alors c'est ça. Donc, ça c'est pour ça. C'est comme ça que l'État profond opère. Hein? Tu parlais d'État profond. L'État profond, qu'est-ce que l'État profond? Eh bien, c'est ce que Edward Bernays appelait le gouvernement invisible qui dicte les choix des gens sans que les gens s'en rendent compte. C'est des personnes qui sont derrière le rideau, dont on ne voit pas le visage, qui sont capables d'influencer et la technologie et les médias et, je veux dire, les décisions gouvernementales. Pensez au cartel bancaire qui fait chanter les États avec la dette, avec une menace de décote de crédit. On fait en sorte que, en contrôlant la dette,
telle personne soit nommée à tel poste ou à tel ministère dans un État pour faire en sorte de pousser tel agenda, s'en aller vers un monde sans frontières, le rêve mondialiste, une espèce de reset économique communiste 2.0. Donc, c'est une espèce de maillage, une communauté d'intérêts, un maillage de différents groupes autour du système bancaire, des services de renseignement qui sont utilisés. Là. Il y a des sociétés secrètes là-dedans aussi. Hein. On sait que la CIA et tout ça, c'est lié avec notamment les Skulls and Bones aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est ça. Avec le pouvoir financier, avec le pouvoir des services de renseignement et le contrôle des médias, on est capable d'orienter l'agenda, la façon dont les gens pensent, faire plier les politiciens, tout ça dans le but de les amener vers, les faire déclencher des guerres au bon moment, renverser tel régime. Donc, les gouvernements démocratiquement élus ne sont pas nécessairement en contrôle. C'est un pouvoir très diffus, mais qui nous amène, tu sais, comme par le nez, comme ça, vers ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un monde, je veux dire, une sorte de post-humanité, vers le transhumanisme, vers la technocratie, vers le contrôle absolu des élites financières, essentiellement. Mm-hmm. Et Trump, comme le disait Salim tout à l'heure, Trump, dès 2016, a campé ses positions très, très, très clairement dans 2 ou 3 discours très, très, très importants, dont le discours de Palm Beach, les a pointés du doigt directement les élites mondialistes, special interests, etc. Il a dit essentiellement qu'ils avaient usurpé le pouvoir du peuple et qu'ils amenaient les États-Unis à la catastrophe et tout ça et tout ça. Et donc, les a pointés du doigt et c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction viscérale de l'establishment contre Trump dès le départ. Trump qui, je dois le rappeler, ne fait partie de, contrairement, on entend des rumeurs, le franc-maçon, etc. Il y a aucune preuve de ça. Trump, Newt Gingrich le disait, il y a quelqu'un qui a posé la question à Newt Gingrich, qui est l'ancien Speaker of the House républicain sous Clinton. Il dit pourquoi même le parti républicain ne veut rien savoir de Donald Trump? Pourquoi aux États-Unis, l'ensemble de l'establishment, même son propre parti, ne veut rien savoir de lui? Ben, Newt Gingrich le dit dans un moment de sincérité à la télévision. Il dit il a pas reçu les initiations, il fait pas partie des comment il dit des rituels. Des rituels, il n'a pas suivi les initiations, etc. C'est un outsider parfait. Ouais. Et il n'est pas sous contrôle. Il ne le contrôle pas non plus avec l'argent parce que tu sais, ça coûte cher des campagnes électorales. Et souvent, quand on donne des milliards, des centaines de millions, là, après ça, il y a quelque chose en retour. Hein, il y a de l'influence en retour. Mais Trump a fait campagne avec sa fortune, d'une part, et 80% des dons que Donald Trump a reçus, c'était des petits dons. Donc, c'est le petit peuple qui a appuyé Trump, plus sa fortune à lui. Il a fait campagne avec son avion. Donc, il a été libre de toute influence de l'État profond. Et c'est pour ça qu'il a mené une politique si différente des autres politiciens, une politique de rapatriement des troupes, America First, de mettre un terme à la corruption et surtout de retourner le pouvoir au peuple. Et de retourner le pouvoir il l'a dit dans son discours d'inauguration en 2017, il dit ils vous ont volé le pouvoir. Ce n'est pas juste un transfert de pouvoir d'un parti à un autre aujourd'hui. Cette inauguration n'est pas juste un transfert de pouvoir entre 2 administrations. C'est un transfert de pouvoir des groupes spéciaux à Washington vers vous, le peuple américain. Vous reprenez aujourd'hui le pouvoir en 2017. Et ce qu'on est en train de voir avec toute cette histoire de la fraude électorale éventée, mise à jour, c'est le retour du pouvoir du peuple parce que la seule façon d'avoir une réelle démocratie et le pouvoir du peuple, c'est d'avoir des élections justes et honnêtes, libres, des élections libres, justes et honnêtes. Et tant que la machine démocrate ou je pense que ça va dans les 2 sens, le Parti républicain aussi était corrompu, mais il y a un certain ménage qui a été fait depuis que Trump est arrivé. Mais tant que les élections sont corrompues et qu'on est capable de faire élire n'importe qui, le peuple n'a pas le pouvoir. C'est l'État profond qui a le pouvoir avec la corruption du processus électoral. Donc, c'était, à mon sens, un élément central de la politique de Donald Trump que de démanteler une fois pour toutes toute cette histoire de corruption, tous les mécanismes de corruption électorale au sein de la politique américaine afin de finalement redonner au peuple sa voix. C'est-à-dire que si le peuple décide de voter démocrate, eh bien, c'est réellement une décision de voter démocrate et c'est pas que c'est l'État profond qui a décidé que ça allait être démocrate, que c'est le peuple qui a
que les décisions reviennent réellement au peuple. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Cette opération de anti-fraude électorale, c'est un retour du pouvoir au peuple. Alors, Emma a une question à te poser. Oui, et Alexis, on l'arrête plus. Hein. Oui, franchement, si on te branche là-dessus, c'est bon. Tu reprends des couleurs, t'es dans ton élément, un poisson dans l'eau. Hein. Écoute, j'aimerais te poser une question parce que moi, je regarde le chat qui défile, qui s'enflamme depuis tout à l'heure. Et il y a des personnes qui disent qu'on est pro-Trump, que c'est un scandale. Enfin, c'est vrai que tout le monde a, on va dire, son niveau de son accès à l'information. Et j'ai l'impression que d'après ce que j'ai un petit peu suivi, hein, moi je suis pas une spécialiste comme toi de toutes ces histoires-là, j'ai l'impression que plus les gens écoutent les médias mainstream, plus ils sont anti-Trump. Alors, moi, j'ai entendu effectivement une personne dire l'autre jour, ça c'était une personne que j'ai croisée dans la rue, que Trump était raciste, misogyne, que le Dalai Lama avait félicité Joe Biden. Donc finalement, tout porte à croire que vive le départ de Trump. Est-ce que tu pourrais juste brièvement, Alexis, pour ceux qui débarquent aussi de nouveau là-dedans, dans ces histoires, rappeler la différence entre les promesses électorales et les actions? Quelles ont été les actions de Trump? Parce que tu vois, on parle beaucoup dans les médias du mur que Trump a construit au niveau du Mexique, qu'il a défait les accords pour le climat, etc. Est-ce que tu peux juste brièvement, parce que je sais que toi, tu sais tous ces points-là, les rappeler? Bien, ce sur quoi Trump a fait campagne en 2016, c'est le fait de mettre un fin une fin ou un frein à la perte de souveraineté des États-Unis. Parce que c'est à ça qu'on assistait tant sous des présidences démocrates que républicaines. Les États-Unis ne cessaient de perdre leur base industrielle. Ce qu'on appelait la manufacturing belt était devenue la Rust Belt, donc la ceinture manufacturière autour des Grands Lacs était devenue la ceinture de rouille parce que les industries s'étaient délocalisées au Mexique, en Chine, etc. Il y avait de plus en plus d'accords qui permettaient ces délocalisations des industries américaines à l'extérieur. Il y avait une perte de souveraineté. Les États-Unis étaient engagés dans des conflits sans fin à l'extérieur. Et donc, Trump a promis, j'essaie de résumer ça dans un concept, là, ce que Trump a dit, c'est America First. Donc, nos soldats n'iront pas mourir, je veux dire, dans des crevasses au Moyen-Orient sans raison valable. On va ramener les troupes, on ne déclenchera pas de nouvelles guerres. Il a essentiellement appelé un peu à la fin de l'impérialisme américain. Je veux dire, ça se fait pas en claquant des doigts, là, et on peut pas immédiatement fermer toutes les bases partout, mais c'est ça qui était promis. Et il a aussi promis au lieu de dépenser des milliards en nation building dans d'autres pays, en Irak, en Afghanistan, etc., il disait dans la campagne, il se dit, nos aéroports ont l'air d'aéroports du tiers-monde, nos infrastructures sont en ruine, nos ponts tombent, s'effondrent. Et on va dépenser des centaines de milliards de dollars, des trillions de dollars à l'étranger pour des trucs auxquels on n'a aucun, je veux dire, on n'a aucun intérêt. Alors, ce que Trump a dit, c'est qu'il allait cesser de financer le déploiement américain à l'extérieur et se concentrer sur la reconstruction des États-Unis. Et c'est ça qu'il a fait en remettant de la frontière. Il a déchiré les accords de libre-échange qui étaient néfastes pour la base manufacturière américaine, c'est-à-dire l'ALENA, entre autres, l'accord de libre-échange nord-américain. Il a aussi déchiré le traité transpacifique. Et tous les autres traités qui étaient néfastes pour les États-Unis, le traité aussi de l'accord de Paris sur le climat, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est compliqué. Mais tout ça, ce que Trump a fait lorsqu'il est arrivé là, c'est qu'il a essayé de maximiser, remettre de la frontière, empêcher les délocalisations et maximiser le pouvoir d'achat du travailleur américain. Et c'est ça garder les emplois aux États-Unis et maximiser le pouvoir d'achat du travailleur américain. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on a remarqué que Trump avait réussi à obtenir le plus bas taux de chômage chez les Noirs et les Hispaniques de l'histoire des États-Unis.
Parce que ce sont les premiers qui ont été affectés par les délocalisations, hein? C'est-à-dire les industries de manufacture qui quittent pour la Chine. Ce sont les travailleurs ordinaires, dont beaucoup de Noirs, Latinos, etc., qui ont goûté. Et Trump leur a permis de retrouver des emplois ou de solidifier ceux qu'ils avaient. Il a aussi ramené, en fait, selon moi, sa réalisation la plus importante, c'est d'avoir redonné espoir aux Américains. Les Américains avaient, à la fin du mandat d'Obama, perdu espoir dans leur pays. Ils n'étaient plus fiers de leur pays. Tu sais, c'était sur la logique de Black Lives Matter et Antifa. Les États-Unis sont un pays fondamentalement raciste, qui est basé sur les inégalités, etc. Et c'était un climat anxiogène de détestation de soi. Et quand Trump est arrivé là, il y a 7 ou 8 mois, j'ai montré des sondages qui indiquaient que la fierté nationale était revenue aux États-Unis. Il avait redonné espoir aux gens et ça, c'est énorme. Mais c'est ça, donc, tu sais, ça va dans le sens, c'est le contraire. Ce que les mondialistes essaient de faire, c'est toujours de déprimer les gens, hein, de vendre du désespoir, etc. Et Trump qu'on conteste ce qu'il a fait ou non, même si les gens contestent les chiffres que je donne, c'est pas vraiment important. Il reste que, tangiblement, les Américains ont repris espoir et confiance dans leur pays. Ils sont en train de reprendre confiance dans les institutions. C'est-à-dire, Trump a montré que le FBI, que la CIA, etc., étaient en fait corrompus. Les gens, en majorité, le croient maintenant, que les institutions ont été utilisées pour le piéger. Et donc, il a montré l'ampleur de la corruption et tout ça. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on montre l'ampleur de la corruption, on indique que quelque chose peut être fait, que ce n'est pas, comment je pourrais dire, partie jouée, que ce n'est pas inévitable. Et c'est ça que Trump éduque son peuple beaucoup. Et c'est Alors, Alexis, juste pour les personnes qui veulent en savoir plus, Jean-Jacques, tu parlais de Trumpologie 101 et 102 tout à l'heure. Ça, on peut retrouver sur ta chaîne Odyssée, c'est ça? C'est ça. Trumpologie 101 et 102, ça explique un peu de quelle façon Trump utilise l'art de la guerre pour piéger justement les médias, les démocrates et l'État profond. C'est-à-dire, il fait semblant, il crée lui-même de fausses chicanes pour distraire l'attention alors que tout est réglé en coulisses, etc. Donc, c'est le jeu de Trump en coulisses qui est expliqué avec ça. Vous allez voir que Trump est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui utilise des stratégies de guerre contre-insurrectionnelle et aussi des stratégies de l'art de la guerre de Sun Tzu afin de tromper ses ennemis. Et une personne qui voudrait... qu'on nous présente dans les médias. Une personne qui voudrait s'informer, parce que du coup là, ils ont fait, je crois, un documentaire sur Trump sur Netflix récemment. Alors, moi, je l'ai pas vu, mais les amis qui nous regardaient, peut-être que vous ne savez pas, mais tu parlais d'Edward Bernays tout à l'heure, Alexis. Ouais. Netflix a été confondé par le neveu d'Edward Bernays, Mark Randolph Bernays. Je pense que les Obama siègent sur le conseil d'administration et voilà. Donc, dans Netflix, là, c'est... Voilà, au niveau de la manipulation et de la propagande, on ne veut pas faire mieux, c'est dans le sang. Hein. Freud, Edward Bernays, Mark Randolph, on est en plein dedans. Mais ils vont où les gens qui veulent s'informer, on va dire, de façon neutre sur les faits? Comment on fait? On va où? Ben, on entend. Moi, écoutez, j'entends souvent des. J'ai pas de source. Moi, j'écoute un peu ce qui se passe sur Fox News. Je regarde des fois qu'est-ce que des commentateurs individuels font sur YouTube. Moi, j'écoute beaucoup X22 Report, qui décode, qui analyse très bien la politique de Donald Trump. Il y a les décodeurs en France. Qui font aussi un bon travail. Il y en a quelques-uns. Hein, Silvano Trotta aussi a des propos intéressants sur Donald Trump. Alors, il faut varier ses sources. Il y a pas écouter un peu ce qui se passe dans la télévision traditionnelle, comme j'ai dit, là, surtout sur Fox News. Tard le soir, moi, je veux dire, ils sont biaisés, ils sont pro-Trump, on comprend, là, c'est-à-dire ce sont des apologètes de Donald Trump qui ne réfléchissent pas, c'est-à-dire que quand Trump va... Ben, je veux dire, c'est très, très, très patriotique. Mais c'est intéressant pour savoir, pour comprendre un certain nombre de faits. Des fois, il y a des entrevues, souvent à Fox News, qui sont intéressantes, des gens qui disent des choses intéressantes. Et donc, c'est un aspect de l'information qu'on ne peut pas négliger. Mais c'est ça, donc varier peut-être avec les décodeurs, Radio-Québec, Silvano Trotta. Il y a souvent aussi des experts en France qui s'expriment à la télévision, qui ont des propos intéressants. C'est pas, contrairement au Québec, là, il y a des fois des propos intéressants à la télévision française sur Trump. Alors, il faut juste varier ses sources et savoir
que les médias ont un agenda anti-Trump. Ça, c'est leur objectif, c'est de le couler à tout prix, d'inventer des histoires, de transformer ses paroles, de le faire mal paraître. Et c'est ça. Mais en plus des médias, varier donc ses sources. X22 Report, il y en a plusieurs, mais c'est des sources en anglais.